Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis accompagné de Thibaut Cotte et moi-même, Tom Jondot, pour vous parler de notre MSI en 180 secondes. Donc, concernant notre MSI, le sujet qu'on a, c'est un peu large. Ça va être l'IA interactive. Donc, pour ça, en fait, on va devoir se servir de modules d'intelligence artificielle pour contrôler de la domotique. Ça va par exemple être donner des informations, augmenter le volume sonore, ouvrir des portes. Donc, ça aborde un habitacle. Donc voici pour la présentation de notre sujet. Maintenant, je vais laisser la parole à Thibaut pour la première partie qui est de la commande vocale. Si ça veut bien. Donc, en ce qui concerne la commande vocale, on a utilisé quelque chose qui s'appelle Vosk. Donc, ça traduit tout ce qu'on va dire à l'oral en texte. Et donc ensuite, ça va être interprété par un code Python qui va le répartir selon deux types d'informations. Donc, si c'est une commande spécifique ou une question plutôt générale. Donc, ce qu'on appelle une commande spécifique, c'est par exemple une demande pour allumer la lumière, changer une musique. Et donc ça va être exécuté par nos serveurs. Et ensuite, les questions générales, donc c'est traité par un LLM. Donc un LLM, c'est typiquement ChatGPT. On va, par exemple, pouvoir poser des questions du type quelle est la météo, combien y a-t-il de pays en Europe. Et donc, nous, les problématiques auxquelles on s'est heurté, c'est le fait qu'on doit faire tout ça sur des serveurs locaux. Donc, on doit trouver des LLM assez petits, mais efficaces pour pouvoir traiter tout type de demande. Donc ça, c'était pour la commande gestuelle. Et la deuxième partie, pour la commande vocale, pardon. Et la deuxième partie concerne la commande gestuelle. Donc en fait, à l'aide de mouvements de la main, on va devoir être capable de piloter diverses interactions. Donc pour ça, on utilise un framework qui s'appelle MediaPipe, qui a été développé par Google et qui nous permet en fait de quadriller la main, comme on le voit juste en bas, c'est-à-dire d'associer des coordonnées à plusieurs points de la main. Et on va les voir retracés ici à l'écran. Et en fonction du motif dessiné, on va savoir quel est le geste fait par l'utilisateur. Donc ça nous permet d'avoir des gestes statiques, par exemple main ouverte, main fermée. Mais là où c'était compliqué, c'est d'avoir des gestes dynamiques. Par exemple, pour augmenter le volume sonore, on voulait pouvoir faire ce mouvement circulaire du doigt, et pour le diminuer, le mouvement inverse. Donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on vient tracer l'historique des points de l'index, c'est les cercles verts que vous voyez là-haut, et en fonction du motif dessiné, on va être capable de savoir quel est le mouvement dynamique. Et donc en jouant à la fois sur la commande gestuelle et la commande vocale, on est capable, sans toucher aucun bouton, de venir contrôler tout ce qui aborde l'habitacle, donc les portes, la musique, le son, bref, tout. Voici, c'est notre MSI en 180 secondes, et merci. Merci. Comment ça va, Jean-Paul? Ça fait des mois que je t'ai pas vu. Tu baignes dans tes montagnes? Écoute, en ce moment, c'est pas facile. Je vois personne vient me voir. Je reçois des courriels, mon téléphone il fait bibi. Moi, je comprends rien comment ça fonctionne. En plus, t'as vu là où j'habite, entre la vallée de l'ours et le cri de la marmotte, il n'y a rien à faire ici. Bon, c'est sûr que la Sardane, c'est pas Ibiza, mais t'as pas entendu parler du projet Cobian, du meuble connecté? Mais c'est quoi encore ton truc là? Ben, si je me souviens bien, c'est un projet européen qui a été financé par l'Union européenne. Et le but, c'est de créer un meuble qui intègre certaines technologies, comme par exemple appeler tes enfants ou bien leur envoyer des photos. Et tout ça, ça permettrait de lutter contre la solitude et l'isolement des personnes âgées. Ouais, ok. Encore un truc qui va me demander un mot de passe à 17 caractères. Me collecter mes données pour me vendre des pubs sur des couches culottes, écoute, non merci. Mais pas du tout, t'es vraiment de mauvaise foi. Le projet, il repose sur une charte éthique solide. Ils ont travaillé avec des ingénieurs, des professionnels de santé et même des associations pour seniors. Tu devrais t'inscrire d'ailleurs. Et tout ça, ça permettrait de garantir que le projet, il reste éthique. Une charte éthique, ça me paraît un peu vague, mais qu'est-ce que tu mets dedans? Ben, figure-toi que c'est essentiel. Une charte éthique, c'est un document formel qui définit des principes, des valeurs et des règles de conduite que toutes les parties prenantes d'un projet s'engagent à respecter. Mais comment on s'y retrouve? Parce qu'en fait, il existe plein de valeurs, donc chaque valeur est propre à chacun. Tu as tout à fait raison. Et justement, deux étudiants en école d'ingénieur, ils ont fait de cette charte éthique leur sujet de mémoire. Leur objectif, c'était de créer une charte qui reflète toutes les valeurs des parties prenantes du projet pour que chacun ait un sentiment d'engagement envers cette charte. Pour cela, ils ont réalisé des entretiens approfondis avec plusieurs acteurs, par exemple des aînés comme toi, des proches aidants ou encore
du personnel de santé. Ils ont aussi collaboré avec des experts en éthique, des ergonomes, afin d'identifier les valeurs essentielles au projet, comme par exemple veiller à la dépendance technologique. Il faut faire attention à ce que l'objet, ça reste un outil d'assistance sans remplacer les liens déjà existants. Et grâce à ce travail d'écoute et de co-construction, ils garantissent que la charte éthique, elle protège les utilisateurs. Bon, en fait, si je comprends bien, ta charte éthique, c'est pas que du blabla et des mots sur un papier. En fait, c'est une invitation à travailler ensemble, autrement, avec un esprit de bienveillance. Il permet de bâtir une relation commune, une base commune, en évitant les malentendus. Exactement. Le projet Cobien, c'est bien plus qu'un projet technologique. C'est l'idée qu'en unissant nos forces et nos valeurs, on peut créer du lien, lutter contre l'isolement social des personnes âgées et améliorer leur qualité de vie. Bon, écoute, tu m'as convaincu, je vais aller acheter ce meuble. Bonjour à tous, nous sommes le MSI de l'école de production. Donc notre sujet, c'est l'école entreprise. Alors l'objectif de notre MSI, c'est de familiariser les jeunes de l'école de production aux différents aspects du fonctionnement d'une entreprise, qu'ils ne voient pas que la production. Donc il faut savoir que dans l'école de production, on a des profils très variés de jeunes qui sont parfois difficiles, à savoir qu'on a des jeunes qui ne savent pas écrire, certains ne savent pas lire, d'autres viennent juste de traverser la Méditerranée. Donc on a des profils très très différents et il faut composer avec ces profils pour leur permettre de découvrir 8 modules qui sont des fonctions support à la production, à savoir les 8 modules que vous voyez ici, la production, enfin le suivi de production, l'achat de matières premières, le magasin, la maintenance, le commercial, la sécurité, les RH ou encore la qualité. Il faut savoir que le fonctionnement et la mise en place de ces modules que l'on fait avec Loïc s'appuie sur le principe de l'école de production qui est le faire pour apprendre. Donc ce projet pour nous, il fait sens puisqu'on se rend utile auprès des jeunes qui passent leur CAP et ça leur permet on les met en meilleures conditions pour démarrer leur carrière professionnelle par la suite une fois qu'ils seront diplômés. Ce projet d'1 an, on l'a reçu avec Thomas à ses débuts, donc il a fallu tout concevoir. Premièrement, on a essayé de définir des objectifs réalistes, des objectifs adaptés, des objectifs à la portée de tous, y compris les étudiants qu'on vient de vous citer. Une fois qu'on avait trouvé ces objectifs, on a suivi les étudiants afin de les suivre pendant la production, où on a vu des missions, des tâches, des rôles qu'ils effectuaient déjà, eux ou les maîtres pros. Ces mêmes tâches, on les a adaptées et intégrées au sein de nos 8 modules. On a ajouté des instructions afin de pouvoir guider ces étudiants, afin qu'ils soient autonomes dans la réalisation de ces tâches. Dans le but de limiter leur charge de travail qui est parfois conséquente, avec des étudiants qui ont un second boulot à côté de leur formation, avec des vies chargées, il était important de trouver des missions pour qui ils ont du sens, pour que ces étudiants ont du sens et des missions utiles à la production de l'entreprise. Aujourd'hui, avec Thomas, on a mis en place le module magasin, ce qui signifie que le magasin de l'école de production est actuellement entretenu et organisé par ces mêmes étudiants et avec les maîtres pros. Finalement, ce projet, ce mémoire scientifique industriel, c'est bien plus que ça. C'est un défi humain. C'est un défi pour ces jeunes avec des vies chargées qui ont aussi aujourd'hui un rôle à jouer dans les entreprises, qui ont un rôle à jouer chez Airbus, qui ont un rôle à jouer chez Safran, chez Naval Group. Le but, c'est tout en leur redonnant confiance en eux et en leurs capacités. Merci à tous. Bonjour à tous, nous sommes le groupe IPCEI et on va vous présenter notre MSR. Donc nous sommes Tiffaine, Nil, Thomas et Fawaz. Nous travaillons sur un projet important d'intérêt européen commun. Du coup, durant ce projet, c'est un projet européen d'intérêt commun international. Donc en fait, il est financé par l'État européen. On va travailler pour l'entreprise Vitesco. On ne pourra pas rentrer dans des détails très concrets parce que c'est très confidentiel. Donc, comme on est en direct, on ne pourra pas rentrer dans des détails très concrets. Donc nous, on va travailler pour Vitesco qui travaille dans l'entreprise de voitures électriques.
Donc nous, notre objectif, c'est d'avoir des chargeurs embarqués bidirectionnels pour charger et décharger de l'énergie, notamment pour brancher des appareils sur notre voiture électrique. Notre objectif concret dans notre projet, c'est de comparer deux composants électriques qui sont situés dans la batterie du chargeur embarqué. Notre objectif concret à nous, notre objectif, donc, c'est de comparer deux composants de type électronique, donc les composants discrets qui possèdent une puce et les modules de puissance qui possèdent plusieurs puces. Du coup, nous, on fait des essais en laboratoire. On fait des essais en laboratoire, donc c'est des essais de thermique et de mécanique des fluides. Ces essais, on les fait pour caractériser thermiquement nos composants, parce qu'ils vont créer des interactions entre... Là, on peut voir nos composants, ils sont sur une carte PCB, qu'on va venir coller sur une CAO, une plaque de refroidissement. Donc notre but, c'est d'étudier l'échauffement de notre carte électronique sur cette plaque de refroidissement. Donc notre but, c'est de faire ça pour permettre au client de savoir s'il doit utiliser donc, des composants discrets ou des modules de puissance, et de savoir s'il peut avoir le bon... et savoir quel type de plaque de refroidissement utiliser. Okay. Tout d'abord, on fait les expériences, mais avant ça, on va faire la simulation avec un logiciel. Après, on va faire des comparaisons entre les deux, l'expérience et la simulation, pour voir et valider le résultat et pour valider le modèle aussi. En bref, on travaille sur un mémoire scientifique de recherche en thermique électronique pour le développement des véhicules électriques. C'est un projet qui est important, qui est financé par l'Europe, et on travaille en laboratoire, mais du coup, j'espère que vous aurez bien aimé la présentation. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel employé spécial, nous allons retrouver Nathan Singlard qui va nous présenter son MSI en 180 secondes. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Antoine Bonin. Nathan, c'est à vous. Merci Antoine. Donc, nous allons vous parler d'un robot collaboratif que vous pouvez voir ici et sur la robotisation de tests d'endurance. Ça va être l'ouverture et la fermeture de fenêtres de manière répétée. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte du projet ? Quel est le but ? Alors nous, on travaille pour une entreprise qui s'appelle HBS, Electro Building System, qui travaille dans la conception et la fabrication de fenêtres. Donc nous, actuellement, la problématique de chez HBS, c'est qu'ils ont un robot pour effectuer des tests d'endurance pour chaque type de fenêtre. Donc nous, avec ce robot collaboratif, notre but, c'est que cette solution soit adaptable sur tout type de fenêtre et facilement utilisable par le technicien. Très bien, merci Nathan. Et toi Antoine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la démarche que nous avons adoptée ? Alors, au niveau de la démarche du projet, comment on a abordé la chose ? On a créé un fichier Excel. Dans le fichier Excel, on va venir rentrer pas mal de valeurs, notamment toutes les caractéristiques de la fenêtre, donc les dimensions, le poids, la masse, c'est pareil, le poids et toutes les caractéristiques de la poignée, largeur, épaisseur, etc. Et toutes ces valeurs, elles vont nous permettre de calculer des points de passage. Donc les points de passage, c'est là où le robot va venir se déplacer pour ouvrir la fenêtre. Par exemple, une ouverture à 180 degrés, hop, il fait ça. C'est les points de passage. Et donc ça c'est des valeurs qui sont modifiables en fonction de la fenêtre qu'on veut tester. Suite à ça, on a créé un script, un fichier script. En fait, c'est juste un document de texte avec un langage robot. C'est un peu comme du Python. C'est assez simple. Et là-dessus... Nathan, dis-moi, on va faire quoi ? Donc ce script qui va être lancé par le robot, on va venir ensuite le modifier à l'aide de macros et utiliser sur Excel via le langage VBA. Donc ce que vont faire les macros, c'est qu'ils vont tout simplement changer les variables, venir les changer et les modifier pour mettre les différentes positions générées par le fichier Excel. Ensuite, le technicien aura juste à prendre son fichier script, le mettre sur la clé USB pour ensuite le transférer directement sur le robot et lancer son test d'endurance. C'est exact. Et ensuite, parce que ce projet a été rendu, qu'en est-il des livrables ? Alors oui, donc le projet, il faut savoir qu'on l'a rendu il n'y a pas très longtemps, le client a signé. Donc au niveau des livrables, on a donc livré le fichier Excel et le document script, ainsi qu'un manuel utilisateur. Le manuel utilisateur qui va nous permettre en fait d'expliquer à l'utilisateur de A à Z la démarche qu'il doit faire pour faire son test d'endurance. Donc c'est détaillé, c'est vraiment détaillé, donc il n'y a pas de problème là-dessus.
Voilà. Merci à tous. On termine cet envoyé spécial. J'espère que ça vous a plu et nous vous disons à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, au revoir. « 430 000. 430 000, c'est le nombre de personnes âgées qui sont isolées socialement en France. Le projet Cobien, c'est un projet européen financé par l'Union européenne, franco-espagnole. Et nous, notre objectif ce semestre, ça va être de faire le cahier des charges d'un produit, ainsi qu'un prototype fonctionnel. Donc je vais laisser Florian et Simon vous expliquer comment on va faire ça. Bonjour Mariano, je suis un étudiant dans une école d'ingénieurs et je travaille sur un projet dans lequel on cherche à établir un cahier des charges. Avec notre équipe, on fait des ateliers avec les personnes âgées et en fait, on va chercher à avoir vos besoins, à définir vos besoins et à proposer des solutions pour lutter contre l'isolement social. Donc voilà, on fait ces ateliers. C'est bien ce que vous faites parce que c'est vrai que moi, depuis que mes enfants sont partis de la région, c'est vrai que je me sens un peu seul, quoi. C'est vrai que puis j'ose pas trop les appeler parce qu'eux ils ont leur famille, ils ont leur vie. Donc c'est vrai que je me sens un peu seul. J'ai peur de les déranger en fait. Vous voyez, voilà, c'est bien. Et est-ce que si on vous proposait une manière de partager facilement sur vos hobbies, par exemple, vos centres d'intérêt, est-ce que ça vous intéresserait ? Oui, c'est vrai que ça pourrait être bien, oui. Moi, par exemple, j'aimais bien le jardinage. Mais c'est vrai que depuis que j'ai des problèmes de dos, vous voyez, je ne peux plus trop jardiner comme avant. Donc c'est vrai que, en parler, ça peut être bien, quoi. Peut-être des jeunes ou des gens qui veulent mes conseils, ce serait dommage de les garder pour moi, quoi. C'est vrai. D'accord. Et en fait, pour essayer de répondre à vos besoins, on a fait un prototype. Voilà, est-ce que ça vous dirait de le tester ? Alors oui, il faut savoir que moi je suis pas très à l'aise avec tout ce qui est technologie, les écrans tactiles, le téléphone. Moi souvent j'ai du mal, j'appuie sur quelque chose et je sais plus où aller. Donc voilà, je vous dis, je suis pas très à l'aise avec ça. Mais je comprends et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait un prototype qui s'appuie sur la base de la multimodalité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir interagir avec lui de manière différente, de différentes manières. Donc, par exemple, avec l'écran tactile, avec des boutons tactiles sur du bois, avec la voix, ou encore avec des cartes en bois qui intègrent la technologie RFID. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir poser la carte sur notre meuble ou notre objet et ça va lancer automatiquement un appel, par exemple. Je veux bien essayer alors, oui. Bien alors, comme vous avez pu voir, c'est grâce à ce genre d'atelier qu'on a pu définir 4 points clés qui sont en premier la connexion intergénérationnelle. Donc l'objectif, ça va être de connecter une association étudiante avec des personnes âgées. Ensuite, il faut lutter contre la peur de déranger. Il faut aussi faire en sorte que la personne âgée se sente utile. Et enfin et surtout, il faut intégrer plusieurs modalités, donc la multimodalité, afin de permettre de lutter aussi contre la fracture technologique et la fracture numérique. Exactement. Bonjour à tous. Bonjour YouTube. J'ai toujours rêvé de dire ça. Alors moi je vais pas perdre trop de temps. Du coup moi je suis tout seul, donc il n'y aura pas de petits sketchs, il n'y aura pas de mise en scène, il n'y aura pas grand chose. Enfin je peux essayer mais c'est bizarre. Moi je vais vous présenter le projet Envie. C'est un projet qui est en développement à l'ICAM depuis déjà l'année dernière. En fait ils ont commencé au premier semestre de l'année dernière avec des parties de design et tout ça qu'on verra. Et nous cette année on reprend, notre objectif c'est de finir le projet et de livrer le projet fini aux clients. Donc le projet Envie, on travaille avec une entreprise spécialisée dans le recyclage et le reconditionnement de différents appareils électroménagers pour le grand public, le privé et aussi les entreprises et les collectivités locales. Le but de notre machine, nous, c'est une décadreuse de panneaux solaires. En fait, il faut savoir qu'en France, on a environ 600 000 panneaux solaires qui sont en activité et que finalement, bien ce qu'on dit, bien que ce que l'opinion publique pense, en fait, 94% d'un panneau solaire est recyclable. Sauf que pour que ces panneaux solaires soient recyclés proprement, il y a une première étape qui est cruciale, c'est le démantèlement. En fait,
Un panneau solaire, c'est majoritairement du verre, une nappe photovoltaïque, un cadre en aluminium, des connectiques et du silicone, beaucoup de silicone. Le truc, c'est qu'un panneau solaire, quand c'est jeté tel quel, et ça, c'est impossible de le recycler. Du coup, nous, on va travailler pour prendre un panneau solaire neuf, le faire passer dans notre machine, décadrer le panneau solaire pour récupérer l'aluminium presque brut, séparer les composants importants qui sont contenus dans la nappe photovoltaïque. Je pense notamment aux métaux rares, le silicium, l'antimoine, qui est une substance très toxique qui sera traitée proprement dans une vraie chaîne de recyclage, et la connectique, notamment le cuivre, l'argent et tout ça. Le tout de manière à pouvoir derrière les envoyer vers des entreprises spécialisées dans ce recyclage. La démarche, elle n'est pas très compliquée. Comme je vous l'ai dit, le projet avait déjà commencé l'année dernière. Donc les flèches en bleu, c'est ce qui a été fait l'année dernière. Ils ont commencé par une grosse phase d'idéation parce qu'il a fallu partir de zéro, discuter avec le client pour comprendre ses besoins, pour comprendre ce qu'il voulait. Ensuite, après cette phase d'idéation, il y a eu la conception d'un proof of concept. Alors, proof of concept, c'est un mot un petit peu péteux, entre guillemets, pour dire un prototype. Donc, ce prototype, une fois fonctionnel, d'ailleurs, il est visible de temps à autre, il me semble, sur certains articles de ICAM et vous. Une fois ce prototype validé, il a permis de développer une direction dans laquelle on allait aller pour fabriquer la machine. Il y a eu une phase de conception réelle, une phase de fabrication chez des sous-traitants. Et nous, on reprend le projet à la réception des commandes et le contrôle des commandes, les reprises d'usinage, l'assemblage, les essais une fois qu'elle sera complètement assemblée. On va démonter et envoyer en peinture, livrer au client et remonter la machine là-bas et présenter les formations et que le fonctionnement de la machine. Je vais terminer avec ça. Si le projet vous donne envie, n'hésitez pas à voter pour nous. Bon, pour commencer la journée, je vais faire l'initialisation de badge, vu que il faut le faire et que je suis obligée en fait de le faire. Vous voyez les badges Salto, ceux qui permettent d'ouvrir les portes à l'ICAM. Dites-vous qu'il y a une personne, Michel par exemple, qui doit se coltiner de les initialiser. Disons que ça prend 2 minutes pour initialiser un badge et qu'il y a environ 250 étudiants qui rentrent chaque année à l'ICAM. Ça fait plus de 8 heures consécutives pour initialiser l'ensemble des badges de chaque étudiant. C'est relou, non ? Bah oui, c'est relou, surtout que je perds du temps dans mon travail. Mais qui d'autre peut le faire ? Maintenant, dites-vous qu'il y a une solution pour simplifier la vie de Michel. Le cobot, un bras robotisé qui effectuerait la tâche à sa place. Génial, non ? Mais ça veut dire qu'il va voler mon travail ? Et même mon bureau ? Non, ça veut juste dire que Michel doit rester à côté pour superviser, vérifier que le cobot ne fait pas d'erreur. Et en parallèle, elle peut trier ses mails, faire son BGS, même jouer à Brawl Stars tranquillement. Ok, ça m'intéresse. Dans cet exemple, Michel s'occupe d'initialiser les badges. Mais il pourrait s'agir tout à fait de trier les vis du Fab Lab ou même déballer des cartons de chocolat, gourmand de Michel. Donc, des tonnes de tâches non industrielles peuvent ainsi être facilitées grâce à l'utilisation du cobot. Ouais, mais ça me fait quand même peur tout ça. Hein. Enfin, je sais pas si je peux avoir vraiment confiance au robot. Et puis même, s'il se trompe ou s'il devient violent, enfin, comment je l'arrête ? Moi, je sais pas coder. Hein. Pas besoin de s'inquiéter. Dans notre MSR, on étudie les interactions entre Michel et le cobot. De cette façon, on mesure l'acceptabilité et la confiance de Michel envers le cobot. Et concrètement, enfin, comment ça marche ? Puisque là, vraiment, en 5 secondes, je sais toujours pas coder. Hein. Disons que le cobot reçoit ses ordres via une interface tactile. Si Michel veut jouer à Brawl Stars, elle aura les mains prises et on ne veut pas qu'elle perde sa partie. Pauvre Michel. C'est vrai, c'est vrai. Donc, elle pourra utiliser la commande vocale pour parler au robot et ainsi pas perdre sa partie. Ouf, Michel est sauvé. C'est bien ça. De plus, si elle trie ses mails et qu'elle mange un donut sucré au sucre, eh bien, Michel ne peut pas parler parce qu'elle est bien élevée, notre Michel. Sauf qu'elle devra... elle ne peut pas toucher la tablette tactile non plus avec ses doigts sales. Elle pourra effectuer un geste, un pouce en l'air par exemple. Le cobot, avec une IA de reconnaissance gestuelle et une caméra, reconnaîtra aisément les gestes qu'elle réalise. Je trouve ça vraiment incroyable. Mais alors, du coup, si j'ai bien compris, je peux le contrôler de plusieurs manières. Mais pour le retour du robot, s'il a un problème, comment je sais ?
Bien évidemment, notre cobot pourra parler, émettre des sons et même écrire les problèmes qu'il rencontre sur la tablette. Grâce à cette multimodalité, on a une Michel heureuse qui ne perd plus son temps sur des tâches inutiles. Bonjour à tous, donc nous on va vous présenter notre projet MSI en 180 secondes. Donc nous on travaille pour Itiwit, qui est une branche de chez Decathlon, qui s'est focus sur les sports nautiques. Donc pour une petite mise en contexte, voilà, c'est l'endroit dans lequel on va devoir construire notre banc d'essai, puisque c'est ce qu'on doit faire. On doit construire un banc d'essai dont l'objectif est de maintenir les maillots ainsi que les lunettes de plongée en maintien pour voir comment elles tiennent en simulation de plongée. Donc nous, on va utiliser un principe de chute libre pour simuler cette plongée-là. On doit pouvoir changer de test rapidement, respecter certaines contraintes de sécurité et avoir une ergonomie du poste optimisée. Par exemple, éviter que l'utilisateur qui fait les tests se casse le dos ou tombe dans l'eau et rentre mouillé le soir, ça serait peut-être pas mal quand même. Du coup, au niveau de la conception, on avait d'abord parlé aux clients de deux bancs, mais qui ne répondaient pas aux critères qu'ils nous avaient énoncés. Du coup, on est passé sur autre chose. On est passé sur cette idée-là, qui est du coup un banc de test qui est fixé à la structure métallique du bâtiment. Donc, une fois qu'il est replié, ce banc de test, il est à l'horizontale, collé presque à la structure métallique du bâtiment. Et lorsqu'il est en utilisation, il est à la verticale. Et pour le principe, c'est tout bête, c'est juste un chariot qui glisse le long d'un rail en chute libre pour simuler un plongeon. Et après, pour la répétabilité des tests, on a un treuil qui permet de remonter le chariot à une hauteur voulue pour le libérer derrière par la suite. Alors, pour garantir que lors de l'installation du banc de test, ce soit sécurisé et que ça ne fasse pas tomber la structure, on a dû suivre les normes vent et neige. Et donc, pour les normes vent et neige, on a décidé dans les calculs, pas prendre en compte le vent, car notre structure est totalement ouverte. Tandis que la neige, du coup, nous avons choisi de prendre la charge extrême pour qu'elle puisse résister à toutes les conditions. Ensuite, nous avons fait une analyse élément fini, en appliquant du coup ces charges et le poids de notre banc de test. Et nous avons pu voir du coup que la contrainte était de 33 mégapascales et que la structure avait une flèche de 6 mm. En appliquant les coefficients de sécurité, ça nous faisait une charge qui était 4 fois inférieure à la charge admissible. Donc, en conclusion, notre structure résistait. Pour dire un dernier mot, sur l'instant T de ce projet, nous on en est sur la phase de conception, il nous restera à faire la mise en plan et le lancement en fabrication. Mais il faut savoir que c'est notre deuxième projet sur ce semestre, et donc nous n'aurons pas l'honneur, si j'ai envie de dire ça comme ça, de venir l'installer chez le client, puisque nous prioriserons le premier projet directement à y aller et finir ce premier projet. Merci de nous avoir écoutés.